Bon, je vais commencer tout de suite alors. Tout d'abord, en vous priant de m'excuser pour ce retard. Pour une fois, j'ai vu tout le trajet que les frontaliers, les collègues frontaliers français doivent faire tous les matins pour revenir à Luxembourg et l'inverse. C'est pas évident. En plus, sur l'autoroute, il faut veiller à ne pas dépasser les vitesses. Donc, j'ai eu un léger retard. Excusez-moi et je vous remercie vraiment pour votre patience et surtout aussi pour être venu aujourd'hui aux représentants de la presse. C'est très très important pour nous et un grand merci parce que en fait c'est vraiment extraordinaire et inhabituel que l'OGBL, le syndicat du Luxembourg, fasse des conférences de presse à l'étranger dans nos pays voisins. Et on ne le fait pas tous les jours et ça veut dire aussi que la situation est réellement exceptionnelle et on se retrouve actuellement dans un grand conflit social au Luxembourg et donc c'est très important pour nous de pouvoir aussi vous raconter un peu ce qui se passe et de vous exposer la situation qu'on vit actuellement. Avec moi, il y a Christian Simon-Lacroix et Jacques Delacolette qui sont responsables pour les sections, comme on dit, de l'OGBL dans les pays frontaliers et Frédéric Rier pour le bureau exécutif de l'OGBL. Moi-même, je suis présidente de l'OGBL, Nora Bach. Et derrière, dans la salle, il y a les collègues qui sont présidents des sections et qui pourront aussi, peut-être après, si vous avez des questions, être à votre disposition pour vraiment l'encadrement un peu de ce qu'on fait au jour le jour pour l'assistance et les services aux frontaliers français. Donc, je vous disais, c'est inhabituel de faire des conférences de presse puisqu'on est dans une situation inhabituelle également, une situation exceptionnelle. Et la raison aussi pour laquelle on a insisté à venir aussi ici à Metz, c'est, vous le savez, c'est parce que par toutes les décisions politiques qui sont menées au Luxembourg, qui touchent les salariés et les retraités, il y a automatiquement tous les frontaliers qui seront touchés de la même manière. Et c'est le cas actuellement avec une politique qui est menée, qui est vraiment contraire aux intérêts des salariés et de leurs familles. Nous avons actuellement à peu près 500 000 travailleurs au Luxembourg et presque la moitié, 212 000, sont des travailleurs des pays voisins. Et dans ces 212 000, vous, les frontaliers français, vous faites la moitié. Donc il y a plus de 100 000, 111 000 actuellement travailleurs qui passent tous les jours de la France, de la frontière, pour aller venir travailler au Luxembourg, enrichir aussi ce pays, créer à la richesse, participer à la richesse de notre pays et créer donc une plus-value, une importance très très grande qui a encore été soulevée lors de cette phase Covid. Vous le savez très bien, dans tous nos métiers essentiels, on a dû avoir à certains moments très peur que les frontières soient fermées et que nos collègues frontaliers ne puissent plus venir travailler. On aurait été réellement embêtés, on le sait très bien. Donc l'importance des travailleurs frontaliers est à l'ordre du jour, elle est très actuelle et malheureusement quand même notre gouvernement n'y apporte pas autant d'attention qu'il faudrait à nos yeux et qu'il faudrait. Donc souvent encore des politiques sont prises qui sont discriminatoires à l'égard de nombreux frontaliers. Cette fois-ci, on est tous touchés, résidents et frontaliers, de la même manière et notamment on nous touche directement dans ce qui est le plus crucial, on va dire, pour le plus grand syndicat au Luxembourg et pour tous les syndicats, dans la question du pouvoir d'achat et des salaires. Au Luxembourg, on a un autre mécanisme d'adaptation automatique des salaires qui s'appelle l'indice des prix, qui diffère un peu de ce qu'on connaît ici en France, c'est-à-dire que la négociation justement de l'adaptation des salaires à l'inflation ne se fait pas dans les salaires dans l'entreprise, mais on a cette adaptation automatique qui est l'indexation des salaires. Donc dès que l'inflation augmente et qu'on a une augmentation, un seuil de 2,5% d'augmentation est dépassé, les salaires sont augmentés également de 2,5%. Si on dit automatisme, ça fait pas dire que c'est un cadeau, mais c'est un acquis social qui a été longuement, pour lequel on a longuement lutté et souvent dû lutter dans l'histoire de l'indice des prix. Cet index
Il tombe donc régulièrement dès qu'il y a une augmentation de l'inflation, et on peut le dire à chaque fois qu'il n'y a pas de tranche indiciaire qui tombe, il n'est pas un problème, mais à chaque fois qu'il y a une tranche indiciaire qui tombe, c'est un problème, parce qu'il sera à chaque fois remis en question et attaqué par le patronat au Luxembourg et par les employeurs. Donc, si je dis les salaires sont augmentés, il ne faut pas ignorer non plus que les retraites également sont augmentées de 2,5% à ce moment-là. Et actuellement, on est dans un contexte, c'est un mécanisme qui est ancré dans la loi, qui existe depuis très très longtemps, qui est souvent attaqué, comme je vous l'ai dit, et qui aussi, il faut le savoir, est un des piliers de la formation des salaires au Luxembourg, puisqu'on a 3 lois salariales sur les salaires au Luxembourg, une loi qui est le salaire social minimum, comme vous le savez. On a la loi sur les conventions collectives de travail qui nous donne donc la possibilité de négocier des conventions dans les entreprises ou dans des secteurs. Et on a cette 3e loi qui est la loi de l'index. Et tout ça joue ensemble. Donc si on remet en cause un des 3 piliers, forcément les 2 autres vont être touchés également. Il faut savoir qu'au niveau de l'OGBL, on a une revendication de longue date aussi de réformer la loi sur les conventions collectives pour l'améliorer, puisqu'elle est très lacunaire et elle n'est plus adaptée à la réalité du tissu économique luxembourgeois, de sorte que malheureusement, on n'a qu'à peu près 50% des entreprises qui sont couvertes par une convention collective de travail. Donc il y a de très très nombreuses petites et moyennes entreprises où les salariés ne tombent pas sous le champ d'application d'une convention collective de travail et ne bénéficient donc d'aucune augmentation salariale automatique à part l'index. Donc si on remet en cause cet index, on remet donc en cause les évolutions salariales de toutes les personnes qui ne sont pas sous convention collective de travail. Parallèlement, les gens qui ont une convention collective ou qui tombent dans une entreprise ou un secteur qui est couvert par une convention collective de travail ont donc des grilles salariales qui sont négociées entre syndicats et employeurs. Mais ces négociations se déroulent aussi un peu autrement qu'ici en France, puisque là, on ne négocie vraiment que la redistribution de la richesse créée et on ne revendique pas, on n'a pas besoin de revendiquer une augmentation qui est due à l'inflation des prix, puisque celle-ci, elle est garantie par l'index. En même temps, si on a des dispositions dans une convention collective telles que des majorations pour heures supplémentaires, pour travail posté, des primes, des indemnités pour permanence, un 13e mois et tous ces autres avantages qu'il puisse y avoir, ils sont toujours indexés aussi. Donc dès qu'on touche l'index, on touche également les salaires et avantages salariaux des conventions collectives de travail. Donc vous voyez un peu, j'essaye un peu d'expliquer le contexte général. Vous voyez un peu que si on touche ce mécanisme d'indexation, on touche également aux conventions collectives, on touche à toute la structure des salaires du Luxembourg. Et vous l'avez compris aussi, donc si on touche à ce mécanisme d'indexation des prix, on touche à la paix sociale au Luxembourg. Et d'ailleurs, cet outil qu'on a, qui est très important, qui est un acquis social historiquement d'une très grande importance pour les syndicats, qui est toujours remis en cause, pour lequel on a souvent eu des conflits sociaux. Cet instrument, cet index, est un peu un garant de la paix sociale au Luxembourg. Ça fait un peu partie de notre fameux modèle luxembourgeois dont on parle beaucoup, ce modèle qui repose sur le dialogue social, sur le modèle tripartite où gouvernement, patronat et syndicats se rencontrent, essayent de trouver des solutions dans l'intérêt de tout le monde et qui garantit un peu la paix sociale qu'on prône aussi au Luxembourg et qui est moins souvent, si on va dire, remise en question que ici en France par exemple. Et vous le savez, on a moins de grèves, on a moins de grands conflits sociaux qu'on le connaît ici, aussi grâce à ce mécanisme d'indexation. Donc dès qu'il est touché et dès qu'il est attaqué, on se retrouve dans une situation similaire que vous la connaissez, dans une situation de lutte où les syndicats doivent descendre dans les rues et imposer aussi leur rapport de force et faire montrer à la politique que ce n'est pas la bonne décision à prendre.
Donc ce qui s'est passé, pour revenir au contexte actuel, c'est qu'on a une très forte inflation. Comme partout, on a eu cette hausse des prix de l'énergie et des prix de la consommation qui s'en suivra et elles s'en est déjà suivies. Ce qui fait aussi que le taux d'inflation est augmenté, ce qui fait que ce seuil de 2,5% qui déclenche une tranche indiciaire a été déclenché assez rapidement en octobre 2021, en avril 2022, et il y aura prévisiblement une tranche encore en août 2022. Si il y a autant de tranches indiciaires sur une période, ça veut dire aussi que les prix augmentent de cette manière, puisque l'indice tombe seulement après coup, donc expose après que les prix ont augmenté. Ça veut dire aussi que les gens ont un sacré problème au niveau de leur pouvoir d'achat. Ça veut dire aussi que les gens, les salariés et les retraités vont avoir besoin de cette compensation pour pouvoir affronter la hausse des prix. Et encore, ça ne suffira pas. Donc dans cet esprit, le GBL, en tant que plus grand syndicat au Luxembourg, a depuis des mois insisté sur le fait qu'il faudra renforcer le pouvoir d'achat des gens. Et on fait cela dans des négociations ou dans le fameux cadre du comité national de coordination tripartite. L'OGBL a été toujours pour le dialogue social, on l'est toujours, on veut essayer de négocier et d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les gens qu'on défend, les travailleurs et leurs familles. Et ici, dans ce contexte-ci, le gouvernement a convoqué une tripartite. Donc on s'est rencontrés à trois. Nous, on y est allés pour donc défendre le pouvoir d'achat et pouvoir l'augmenter. De l'autre côté, il faut savoir que les employeurs se sont très fortement acharnés sur la question de l'indexation. Et ces négociations au sein de la tripartite n'ont donc pas pu aboutir, puisque le gouvernement, finalement, s'est plié complètement aux doléances du patronat, a complètement écarté toutes nos revendications et toutes nos visions pour améliorer le pouvoir d'achat des gens. Et le résultat de ces fameuses négociations tripartites a été simplement une manipulation du système indiciaire. Chose que l'OGBL n'a pas pu accepter, et donc ces négociations pour nous ont échoué et n'ont pas donné un résultat satisfaisant. Donc ce qu'ils appellent aujourd'hui un résultat tripartite n'en est pas réellement un, puisque le plus grand syndicat du Luxembourg n'a pas signé cet accord et n'a pas pu donner son accord à la manipulation du système indiciaire. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Grâce à la pression que les employeurs ont fait sur le gouvernement et qui s'y est plié, la tranche indiciaire qui va tomber en août est remise en question. Les employeurs ont fait comprendre qu'ils n'arrivaient plus à payer cette tranche de 2,5% à leurs salariés de manière générale, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'on n'est justement pas dans une phase de récession. On est dans une phase où bon nombre d'entreprises au Luxembourg vont très très bien, et même exceptionnellement bien. Et ça, on le constate depuis un certain nombre de temps. Et en plus, on a des résultats des entreprises qui sont affichés maintenant tous les jours, presque quotidiennement. On a des nouvelles entreprises qui sortent avec des bilans extraordinaires et exceptionnellement positifs. Et donc, ce n'est pas un instrument utile de vouloir s'attaquer à l'indexation des salaires. Ce n'est pas le réel problème. Et encore, le patronat a vraiment saisi cette occasion pour instrumentaliser, on va même dire, cette occasion de crise énergétique et cette guerre affreuse qui se déroule en Europe pour pouvoir jouer avec la peur et pour pouvoir dire on va devoir manipuler cette tranche indiciaire. Donc cette tranche d'août, elle va être reportée, elle ne va pas être payée aux gens. Elle va être reportée jusqu'en avril 2023, donc on a déjà un report de 8 mois, équivalent aussi à une perte de pouvoir d'achat de 8 mois pour tous les salariés et retraités au Luxembourg. Ensuite, pire que cela, il a même été convenu avec le gouvernement que toutes les prochaines tranches indiciaires qui vont tomber au-delà de août 2022, elles vont également être reportées, de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de tranches indiciaires
qu'une seule pendant une année. Donc un décalage de 12 mois entre deux tranches indiciaires. Ça veut dire que, et ça on ne peut pas le prédire puisqu'on n'a pas la boule de cristal et on ne sait pas comment va continuer la croissance de l'inflation, mais si, et probablement si on regarde la situation d'aujourd'hui, il y aura encore un déclenchement de prochaines tranches, même peut-être encore une cette année, certainement l'année prochaine. Et donc, si on va décaler à chaque fois ces tranches indiciaires de 12 mois, et cet accord il a été conclu jusque dans l'année 2024, on risquera même qu'une ou deux tranches seront complètement éliminées ou perdues, puisqu'elles vont tomber l'une après l'autre suite à la finalisation, suite à la fin de cet accord en avril 2024. Donc, et là, on aura vraiment, c'est une manipulation très très profonde de notre système indiciaire. Il ne s'agit pas simplement d'un petit report sur quelques temps, mais il s'agit vraiment d'une manipulation en profondeur du mécanisme en lui-même, avec le risque de perdre complètement une ou deux tranches. Et chose tout à fait inacceptable pour l'OGBL dans tous les cas, et encore moins dans ce contexte de crise où les gens sont quand même lourdement peinés. Vous le savez, la phase Covid a déjà lourdement touché tous les travailleurs, toutes les familles, nous tous, au niveau privé, au niveau professionnel, mais également au niveau pouvoir d'achat. Chez nous, on a eu des milliers de travailleurs qui étaient en chômage partiel et qui ne gagnaient pendant ce temps-là que 80% de leur salaire, qui ont donc déjà eu des pertes de pouvoir d'achat pendant ce temps-là. Accompagné de cela, on a une crise du logement que vous connaissez également, qui se répercute également dans les pays voisins fortement, avec des prix du logement qui explosent et qui ne connaissent plus de limites, et qui sont vraiment un des grands facteurs qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat à la fin des mois des gens. Ensuite, il y a eu cette crise des prix de l'énergie, avec des prix qui ont explosé aussi au niveau des produits énergétiques, au niveau des prix du gaz, du mazout, du carburant. Vous le savez tous, à la pompe, les gens ont dû quand même lourdement payer beaucoup plus. Et voilà, l'un après l'autre, en tout cas, on est dans une situation où il faudrait plutôt protéger, améliorer, faire avancer le pouvoir d'achat des gens au lieu de l'affaiblir et de l'attaquer. Mais c'est ce qui a malheureusement été fait. Donc, on n'a pas pu accepter cette proposition finalement du gouvernement. Il faut savoir que le gouvernement luxembourgeois essaye maintenant de nous vendre cette manipulation de l'indexation en donnant une compensation au plus bas salaire au Luxembourg. Et ce qui évidemment n'est pas du tout conforme avec la philosophie et l'esprit même de l'indexation, puisque ici ces compensations, elles vont être payées par l'argent public, donc finalement par nous-mêmes, par tous les contribuables, et en plus elle ne pourra jamais équivaloir à la tranche indiciaire. Donc il y a une conception qui n'a pas pu être partagée de notre côté. Et dans les négociations de cette tripartite où on discutait sur la tranche indiciaire, et ça je pense que c'est important aussi de le dire à tous les travailleurs frontaliers du Luxembourg, le gouvernement est venu au courant de ces négociations en proposant de donner un chèque énergie aux ménages pour compenser la perte de la tranche indiciaire, et notamment aux ménages résidents au Luxembourg. Donc il y avait sérieusement une proposition sur table de la part de notre gouvernement à écarter carrément tous les frontaliers de cette mesure. Chose tout à fait inacceptable et incroyable aussi, justement après cette période Covid où on voit quand même, on aurait quand même pu penser que même notre gouvernement sache que ce n'est pas opportun d'aller à l'encontre des intérêts de tous les frontaliers. Mais on l'a déjà souvent vu, on l'a déjà souvent connu. Quand je disais qu'il y a souvent des politiques discriminatoires, on parle des allocations familiales qui sont toujours discriminatoires
obligatoire, toutes les prestations en nature avec notre argent public, ils payent finalement, au lieu d'augmenter sérieusement les allocations familiales, ils donnent des prestations en nature, à savoir des livres scolaires gratuits, des cantines gratuites, l'accès à maisons relais, l'encadrement des enfants gratuit, toutes des mesures dont le frontalier ne pourra finalement pas bénéficier. Donc tout ça, les bourses d'études, bon, il y a eu énormément de dossiers. Le télétravail aussi, qui est compliqué pour tous les travailleurs. On a 2 régimes de télétravailleurs au Luxembourg, vous le savez, au niveau sécurité sociale, au niveau imposition. Et voilà, c'est incroyable, mais vrai, dans le courant de négociations, ils ont réellement fait cette proposition-là. Heureusement, elle n'a pas été retenue. L'OGBL aussi a tout de suite rejeté cette proposition de la part du gouvernement, mais on ne l'a pas oublié qu'ils l'ont faite. Et voilà, donc on n'a pas donné notre accord et aujourd'hui on est là face à un gouvernement qui, malgré le refus de l'OGBL d'aller dans cette direction, a pris la décision de le faire quand même. Ils sont en train de légiférer, de rédiger les textes de loi correspondants. Et donc, c'est ce gouvernement, ensemble avec le patronat, qui a remis en cause la paix sociale au Luxembourg. Et l'OGBL, en tant que premier syndicat du pays, va prendre ses responsabilités, va faire ce qui est de notre devoir, ce que demande notre engagement aussi vis-à-vis de tous les travailleurs et tous les retraités au Luxembourg et dans les pays frontaliers. Et on va donc mobiliser et on est en phase de conflit social actuellement. Donc il y aura des actions syndicales et ici on ne parle pas d'une seule action, mais ce sera un long chemin qu'on va mener pour enfin avoir un changement de cap politique et pour avoir enfin un engagement de la part des partis politiques au Luxembourg pour faire une politique plus en faveur des gens, une politique plus sociale pour revenir le plus rapidement possible à notre système indiciaire tel qu'il est écrit dans la loi, à la normale, pour faire enfin une réforme de l'imposition au Luxembourg qui soit en faveur des gens et pas contre les gens, pour faire enfin des politiques, des mesures, pour prendre enfin des mesures politiques en faveur des salariés et des retraités qui sont fortement lésés par cette crise également. Donc depuis l'échec pour nous de cette tripartite, depuis le refus de l'OGBL de signer cet accord, nous sommes en phase de grande phase d'information, de sensibilisation des gens. On a lancé tout de suite toute forme d'action d'information, c'est-à-dire qu'on a fait des distributions dans les boîtes aux lettres, mais on est présent auprès des gens sur le terrain, dans les entreprises, avec nos délégués du personnel. On est tous les jours et nuits même sur des zonings en train de faire des distributions de tracts dans les zones commerciales, dans les zones piétonnes, près des gares, là où on croise des gens, et surtout aussi dans les régions frontalières. Tous les matins, les collègues sont présents et mobilisent et sensibilisent le grand public, puisqu'ici tout le monde est concerné finalement, tout le monde est touché. On a des échos très positifs, on remarque vraiment que les gens en ont ras-le-bol et qu'enfin ils ont compris qu'on essaye de leur d'affaiblir leur pouvoir d'achat face à une situation où les entreprises finalement font des bénéfices records dans beaucoup de secteurs. Évidemment, le secteur bancaire est toujours l'exemple phare au Luxembourg. On a une place financière très, très forte au Luxembourg. On a un résultat des banques l'année passée d'une augmentation de 30% de leurs résultats. Dans cette phase-là, le cadeau d'une tranche indiciaire aux entreprises, parce que finalement c'est cela, une tranche indiciaire tous 12 mois vaut 800 millions d'euros. Ce cadeau, il est en très très grande partie fait aux banques. Et finalement, donc, va atterrir dans les poches des actionnaires des banques qui ont déjà fait des résultats exceptionnels cette année-ci. Mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs et on prend aussi toujours l'exemple du grand gagnant de la crise Amazon qui occupe quand même beaucoup de salariés au Luxembourg, qui
qui a réellement réussi au niveau européen de payer 0 impôt, qui est certainement pas lésé en ce moment en tant qu'entreprise. On lui fait cadeau à Jeff Bezos de cette tranche indiciaire due aux salariés. Mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs. On parle souvent de l'artisanat qui est tellement touché, qui va tellement mal. Finalement, l'artisanat au Luxembourg a fait hier une conférence de presse pour dire que le résultat a été très bon. On a eu pendant les 2 dernières années au Luxembourg 700 entreprises d'artisanat qui ont été créées. Si le secteur va tellement mal, pourquoi alors 700 entrepreneurs ont décidé d'ouvrir des entreprises dans ce secteur? Mais ça vaut pour plein d'autres secteurs également. Mais je ne vais pas entrer dans tous les détails aujourd'hui, mais de manière générale, on doit dire aussi que l'OGBL est bien conscient qu'il y a certainement des entreprises qui sont touchées par cette crise énergétique, qui sont intensifs en énergie ou qui sont touchées aussi par les problèmes de livraison de produits. Mais c'est ce qu'on aurait voulu faire, vraiment essayer de voir quelles sont les entreprises qui vont mal et qui auront besoin d'aide étatique. On ne s'y est jamais opposé, même en temps Covid. L'OGBL a toujours soutenu toutes les aides étatiques aux entreprises, mais pas des aides qui doivent toucher les gens. Parce qu'ici, on est dans une redistribution à l'envers, vraiment les gens qui devront payer les cadeaux aux entreprises, et ça, on ne pourra pas l'accepter. Donc voilà, il y a beaucoup à dire sur cette question. J'essaie un peu de vous faire le résumé de tout ce qui s'est passé et aussi d'expliquer un peu le contexte luxembourgeois. J'espère que vous comprenez que là, on est vraiment en phase de lutte syndicale pour un de nos acquis les plus importants. Je vous ai dit qu'on est en train de faire cette information et finalement, on va passer en mode action. Et donc, on aura une première grande manifestation qui va se faire ce dimanche, le 1er mai, et qui sera un peu le début d'une campagne de mobilisation politique et de conflits politiques, conflits sociaux et politiques qui certainement sera de longue haleine. Et nous, à l'OGBL, on est prêts et on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'il y aura ici finalement un retour à la normale de notre système indiciaire. Ce 1er mai, maintenant c'est un hasard que ça tombe le 1er mai, on n'a pas choisi non plus de cette date de la tripartite, mais en même temps c'est symbolique aussi, c'est le jour de la fête du travail, c'est le jour où on célèbre l'engagement des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui sont descendus dans les rues pour défendre leurs intérêts. Donc ce sera notre 1er mai qui va être combatif, qui va être une grande manifestation. On partira à 10h le matin de la gare de Luxembourg avec un cortège jusqu'au Grund, à l'abbaye Neumünster, où il y aura le discours politique du 1er mai, le rassemblement donc de nos militants et membres qui défendent la cause. Voilà un peu par rapport au contexte. Je vous dis que ça va continuer après. Il y aura des actions encore prévues les prochaines semaines, les prochains mois, et même jusqu'à dire les prochaines années, jusqu'aux élections aussi parlementaires, jusqu'aux élections politiques au Luxembourg. Je vous remercie déjà d'avoir écouté, d'être là aujourd'hui, et Jacques va pouvoir peut-être vous donner encore plus de détails par rapport, pour tous les frontaliers qui veulent venir à la manifestation par rapport aux aspects techniques, et puis on est tous là pour vos questions ou réflexions. Voilà. Merci. Donc, pour reprendre un petit peu les chiffres aussi au départ des frontaliers français, je crois que c'est important d'insister là-dessus. Donc il y a 110 000 salariés frontaliers, mais il y a pratiquement 40 000 retraités, donc qui seront impactés aussi négativement par ces reports de tranches indiciaires. Donc ça fait plus de 150 000 personnes en France qui vont être impactées dans la région ici. Donc pour la manifestation du 1er mai, mais les sections des frontalières, donc il y a 3 sections frontalières en France, donc la section d'Audun-le-Tiche,
Longwy, la section de Volmerange et la section de Thionville-Metz. Ces sections-là ont organisé naturellement des moyens de transport pour les travailleurs frontaliers pour se rendre à la manifestation et à la fête du 1er mai. Pour la section de Volmerange, des bus partiront à 9 h de la gare de Volmerange. Pour la section de Thionville-Metz, à 9 h de la place, on vous donne les détails, là, comme ça vous avez, de la place des Eaux Riches à Thionville. Et pour ce qui est de la section d'Audun-Longwy, là, les transports se font soit par train, soit au départ des sites des entreprises qui sont là tout près d'Audun et de Longwy, parce qu'il y a naturellement des bus qui partiront aussi, notamment des sites sidérurgiques, pour se rendre vers Luxembourg et conduire les manifestants. Donc tous ces renseignements-là sont précisément sur le site internet de l'OGBL et plus spécialement aussi sur le site des travailleurs de l'OGBL frontalier français. Donc les frontaliers peuvent aller chercher ces renseignements-là facilement et peuvent s'inscrire pour pouvoir prendre les moyens de locomotion qui leur sont proposés. Je voudrais aussi insister sur une petite chose dont Nora n'a pas parlé. C'est l'effet boomerang que ces mesures que le gouvernement prend vis-à-vis des frontaliers. Le patronat au Luxembourg se plaint du manque de main-d'œuvre. Et à force de prendre des mesures qui vont à l'encontre des intérêts des travailleurs frontaliers, on sait en tout cas, nous, en tant que travailleurs frontaliers, ce que ça coûte de faire des déplacements parfois de 1 heure par jour, le matin, 1 heure le soir pour rentrer chez soi, dans les embouteillages, enfin, dans la circulation, etc. Et certains frontaliers sont maintenant en train de se poser la question de savoir est-ce que ça vaut encore la peine de faire ces déplacements-là pour aller chercher quoi, au final, en plus au Luxembourg. La qualité de vie, naturellement, intervient dans cette question-là de choix de vie. Et la main-d'œuvre est déjà en pénurie pour le moment au Luxembourg. Et des mesures comme le gouvernement luxembourgeois est en train de prendre pour le moment, eh bien, va ne faire qu'accélérer ce processus de pénurie. Voilà, c'est ce que je voulais. Oui, tout à fait. C'est important à préciser, puisque bon, ça c'est partout ici, mais on connaît la situation de la pénurie des main-d'œuvre dans presque tous les secteurs économiques. Et comme Jacques le dit, on a besoin d'avoir les travailleurs frontaliers qui ont quand même un intérêt à venir travailler au Luxembourg. Et avec les prix de l'essence, il y a quand même pas mal de gens qui se posent la question si vraiment la plus-value est encore là. Et juste pour donner l'exemple, en Allemagne, ils ont augmenté le salaire social minimum. Et le jour après, les employeurs au Luxembourg sont sortis dans la presse en disant on a peur de perdre encore des travailleurs allemands dans les différents secteurs. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour les maintenir et pour rendre attractifs nos secteurs économiques le moment même où ils enlèvent du pouvoir d'achat aux gens. Donc c'est quand même inconcevable. Et en plus encore, le représentant de la Confédération luxembourgeoise du commerce osait dire dans une interview qu'il était rassuré que ces augmentations de salaire ne se faisaient pas en Belgique et en France, parce que sinon ils seraient encore plus embêtés, puisque les travailleurs à bas salaire, dans les secteurs à bas salaire, ils venaient surtout des pays en France et en Belgique. Et il faut imaginer un peu la mentalité de ces représentants patronaux à ce niveau-là. Donc oui, il y a intérêt aussi pour les employeurs à rendre leur secteur attractif et à créer des bons emplois avec des bons salaires, des bonnes conditions de travail et à compenser aussi la perte de pouvoir d'achat des gens. Peut-être que vous auriez des questions particulières, on va y répondre. Moi, je voulais juste avant préciser quelque chose. Il faut comprendre, parce que Nora a parlé du salaire social minimum, mais le fait de toucher à l'indexation du salaire social minimum, ça a aussi des conséquences indirectes. Par exemple, puisque le salaire social minimum est souvent un indicateur de base d'un certain nombre de plafonds au niveau de la sécurité sociale. Et pour prendre un exemple
concret. Par exemple, le chômage, ça veut dire que, effectivement, ça veut dire que si on désindexe le salaire social minimum, ça veut dire aussi il va y avoir une perte de pouvoir d'achat également sur un certain nombre de plafonds sociaux. Alors, on pourrait me dire, oui, mais vous savez très bien qu'en général, les frontaliers ne bénéficient pas péniblement du chômage au Luxembourg. C'est pas tout à fait exact parce que, par exemple, vous avez une mesure comme au Luxembourg qui existe, le reclassement professionnel, dans lequel le frontalier a la possibilité, pour des raisons médicales, de bénéficier du chômage luxembourgeois, pour donner cet exemple concret. Et donc, ils seront touchés également, comme les résidents, par rapport à une désindexation et des pertes de tranches indiciaires. Et je voulais aussi préciser, parce que Nora a dit à juste titre qu'effectivement, et c'est des échos qu'on entend, oui, mais il y a des entreprises qui, pendant le Covid, ont souffert. Et je vais prendre un exemple, l'Oresca, puisque c'est le secteur emblématique qui a beaucoup souffert à cause des confinements, des restrictions lors de cette crise de Covid. Et j'ai discuté avec un certain nombre d'employeurs dans le système Oresca, et ils me disent tous, notre problème, c'est pas l'index. Notre problème actuel, c'est la désaffection de nos clients parce qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat. Et le fait de faire perdre des pouvoirs d'achat aux salariés, donc à leurs clients, c'est là leur principal problème. Leur principal problème n'est pas l'indexation des salaires. Il me disait même, à la limite, moi je préférais qu'il y ait l'indexation parce que ça veut dire que les gens retrouveraient du pouvoir d'achat et ils refréquenteraient nos établissements. Voilà un peu toute l'absurdité de la situation et de la prise de position du gouvernement luxembourgeois qui, pour faire plaisir à peut-être certains secteurs ou à certains actionnaires, est en train de mettre à mal de manière généralisée certains secteurs et mettre à mal aussi le fonctionnement économique général de l'économie luxembourgeoise. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre présence aujourd'hui.